Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36. J'avais pas mis mon maillot réveil. Elisabeth est réveillée. Pas super bien. Et Elisabeth Lévy, Éric Revel, et puis surtout vous au 0826 300 300. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer et évidemment vous avez justement la parole pour faire part de vos réactions et parfois aussi de vos remarques qui sont plus pertinentes que, bon, je dirais pas qui, mais quand même que certains. Moi. Non, alors, mais non, mon cher Éric Revel, vous faites pas de mal quand même. Non. Bon, je le disais, Donald Trump, 1 an de pouvoir sans limite. 1 an de pouvoir de prise de position quasiment sans limite. Maduro, le Conseil de la paix, le Groenland, bien sûr. Sauf qu'il a quand même, j'allais dire, des limites. C'est qu'il avait dit très vite qu'il allait avoir la paix. La fin de la guerre avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, c'est toujours la même chose. Bon, en même temps, il a mis des droits de douane, en fait. Là, et vous avez vu, maintenant, il menace de mettre des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français. Avant que vous réagissiez, Elisabeth Lévy, Éric Revel, c'est Fabrice qui est avec nous de Géronce. Bonjour, Fabrice. Bonjour Patrick, bonjour à la Dream Team là. Bonjour. Salut Fab. C'est la Dream Team tous les jours. Bon, mon cher Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de Donald Trump ? J'ai envie de dire, il fait du Donald Trump. Donald Trump, j'ai envie de dire, côté européen, je peux pas lui donner raison parce que je suis européen évidemment, mais on récolte ce qu'on sème. Et Donald Trump, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et l'Europe est faible. Quand on se dit, quand on dit l'Europe est unie, etc., et puis que vous avez, je vais en citer quelques-uns, la Pologne, l'Allemagne, le Danemark qui s'équipent aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Après, faut pas se plaindre de ça. Quand vous avez un président dit, entre guillemets, un ancien président dit gaulliste, Nicolas Sarkozy, qui retourne dans l'OTAN par rapport à la défense, dont nous avait fait sortir le général de Gaulle, faut pas se plaindre, quoi. Voilà, quoi. Donc, on se met à genoux devant eux, on se met à leur pouvoir, voilà. On est défendu par eux, on est complètement coincé par eux. Moralité, un gars comme Donald Trump, il nous fait payer. Ok, c'est moi le maître et je vais vous le montrer. C'est intéressant intéressant votre démonstration. Fabrice, vous restez en ligne et il y a d'autres auditeurs qui peuvent réagir et qui peuvent appeler. D'accord ou pas d'accord avec ce que vous dites. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, pardon de réfréner votre enthousiasme, mais le général de Gaulle. Pas de l'enthousiasme. Non mais le général de Gaulle n'est pas sorti de l'OTAN. Il est sorti du commandement intégré. Vous savez que je peux faire mes phrases toute seule. Vous êtes au courant, merci. Donc le général de Gaulle est sorti du commandement intégré, c'est-à-dire il a dit pas d'armée de l'OTAN, ce qui ne l'empêchait pas, si éventuellement, ne l'aurait pas empêché d'envoyer des troupes dans des opérations spécifiques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là où je suis d'accord avec vous sur un plan, c'est que nous avons accepté que les Américains deviennent nos maîtres, les Français un peu moins que les autres, les Français et les Anglais un peu moins que les autres, puisque nous avons gardé une dissuasion nucléaire et en ce qui nous concerne, une industrie de la défense autonome, mais néanmoins nous l'avons accepté. Et savez-vous pourquoi nous l'avons accepté ? Eh bien, parce que vous, moi, nous, collectivement, peut-être pas vous personnellement, nous voulions notre retraite, nous voulions nos allocations, c'est ce qu'on appelait les dividendes de la paix, Patrick. C'est-à-dire qu'au lieu de préparer l'avenir, de s'armer, de s'occuper de notre sécurité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a désarmé. On a claqué. Non, mais il y a 30 ans, 40 ans, c'est vrai qu'il y avait un discours ambiant qui était peace, quoi. Terminé la guerre. Et on a donc laissé les Américains. Non. Si, globalement, dans la société française. Patrick, oui, peut-être, mais il y avait la guerre froide, la Russie existait, et nous avons laissé les Américains payer pour notre défense. Et là, Patrick a raison, nous avons accepté d'être vassalisés. Oui. Éric Revel. Je vais rendre hommage au président de la République, une fois n'est pas coutume. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2019, dans une interview à The Economist, qui est un magazine britannique libéral,
il avait expliqué que l'OTAN était en mort cérébrale. Je pense que c'était ses mots. C'était ses mots. Alors, en fait, oui, pendant des années, même si ça servait le business américain, parce que n'oublions jamais que pour l'opérabilité des manœuvres, par exemple, de l'OTAN, la plupart des matériels militaires sont des matériels vendus par l'industrie américaine. Ouais. Bon, d'ailleurs, ce qui fait dire à certains chefs d'entreprise américains autour de Trump qu'il faut peut-être faire attention, parce que ces Américains, si l'OTAN se désagrège ou si l'Europe de la défense naît, ils vont perdre tous ces marchés. Ouais. Donc il y a un enjeu business. Et quand vous parlez business à Trump, il sait de quoi on parle, puisque c'est un businessman et un mec dealer. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je veux dire, c'est que l'Europe de la défense, est-ce qu'elle aboutit, in fine, à la mise en commun de la dissuasion nucléaire française ? Est-ce qu'elle aboutit à la fin du Conseil de sécurité dans laquelle, depuis le général de Gaulle, la France a une voix prépondérante puisqu'on fait partie du Conseil de sécurité? Ben, vous avez une partie de la réponse dans ce qu'a proposé Donald Trump. En fait, il propose un comité de la paix qui ressemble à un Conseil de sécurité de l'ONU business. C'est 1 milliard le ticket d'entrée. C'est une ONU bis. Alors, là où il n'a pas tort, c'est que l'ONU, depuis ce machin, comme disait De Gaulle, ils n'ont jamais empêché qui que ce soit de faire ce qu'un dictateur ou un président souhaitait dans son pays. Le droit international sans la force, ça n'existe pas. Ouais. Donc il ne fait que avaliser quelque chose qui est réel. Peut-être que la bulle dans laquelle on vit depuis 60 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale... Ouais. C'était une bulle protectrice avec l'OTAN, avec le face-à-face des puissances. Mais c'est peut-être qu'une parenthèse. Non, mais juste, d'abord, le problème, c'est que l'Europe n'est pas... Bah si, j'essaye juste de participer. Le problème, c'est que l'Europe, dans un monde impérial, n'est pas un empire, elle n'en a pas la puissance. Moi, je ne crois pas, je crois que les pays européens ont des intérêts en commun. Je crois qu'il faut échapper à l'Union européenne pour tout ce qui concerne la défense. La défense, ça peut pas être fédéral. Ça peut être des nations qui s'associent dans un certain nombre d'objectifs. C'est pas une armée européenne, une armée européenne permanente. C'est des contingents qui peuvent travailler ensemble. J'ajoute juste sur les droits de douane. Il faut, parce que Trump, il y a aussi beaucoup de bluff. Vous avez dit, c'est un dealmaker. Vous avez raison. Les droits de douane, il peut pas faire n'importe quoi sans le Congrès. Et là, parce que vous me dites qu'il est très puissant à l'international, c'est vrai, il a l'air d'avoir aucune limite. Mais le président américain, il a d'énormes limites intérieures. Il y a des contre-pouvoirs partout aux États-Unis. Il y a 50 États. Il y a des cours ceci, il y a les cours suprêmes de chaque État. Donc, vous voulez, même s'il a une cour suprême qui est de plus en plus, une cour suprême fédérale qui est quand même de plus en plus à sa main, il n'a pas absolument tous les pouvoirs. C'est quand les midterms, Eric ? C'est dans une petite année, en fait. Bien sûr. Je sais pas, vous... Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on attend une décision de la Cour suprême, mais qui est plutôt à la main de Trump, sur les premiers droits de douane qu'il a mis en place. Imaginez que la Cour suprême décide, après un vote, que ces droits de douane mis en place par Trump ne sont pas légaux. Je parle pas des nouveaux, là. Je parle pas mais vous savez, la première série, ça serait un vrai stop pour est-ce que vous ne croyez pas que... Alors, on va reprendre Fabrice quelques secondes avec nous, mais c'est vrai que certains étaient mitigés sur Trump et disaient finalement il fait bouger les choses, mais à force d'annoncer en fait de la provocation, notamment avec des droits de douane par exemple sur les vins français et champagne, il dit Emmanuel, tu veux pas participer à mon conseil de la paix, attends, je te mets 200% de droits de douane. Et la lettre au Premier ministre danois, la lettre au Premier ministre norvégien, oui, c'est vrai. Fabrice, il avait une certaine cote de sympathie auprès de certains en France. Il faut dire en disant qu'il fait bouger. Mais notamment à droite, bien sûr. Là, c'est en train de bouger, non? Vous n'avez pas l'impression, Fabrice? Si, parce que c'est toujours pareil comme ça. Quand ça concerne les autres, on trouve ça très bien. Et quand ça nous concerne à nous, c'est différent. Maintenant, effectivement, par rapport à on le connaît, quoi. Il est fantasque. Ça part de 200%. On en a vu dans d'autres cas. Ça part de 200% et ça se termine à 10-12. Oui, bien sûr. C'est un bon commercial. En tête, c'est 200%. C'est un bon commercial. Je ne sais pas si vous avez vu le film de l'année dernière où il y a un an et demi déjà, The Apprentice, qui raconte
l'ascension de Donald Trump, justement, aux États-Unis dans les années 70 et 80, et sa relation avec un avocat qu'il avait choisi il l'avait repéré, il avait dit, lui, il est fort, je vais l'aider. Il a aidé contre la mairie, en fait, de New York à l'époque pour construire des immeubles. C'est assez remarquable à ce niveau-là, quoi. Après, c'est très caricatural, et on voit sa force, sa détermination. Je voudrais parler de on n'a plus le temps, là. Non, mais 46, attendez. Pardon. Légère pause, et on revient aussi sur ce sujet, si vous le voulez, mais aussi sur le logement social. Terminé à vie. Pas de le cornu. Non, et peut-être le cornu un peu tout à l'heure. Vous voulez dire un mot sur le cornu tout à l'heure. Allez, vous allez nous dire un mot sur le cornu. Mais le logement social, les logements sociaux, est-ce qu'il faudrait arrêter d'en délivrer à vie? Est-ce qu'il faudrait vraiment revoir ça tous les 3 ans, comme l'a dit le ministre? Je vous attends, 0826 300 300 et beaucoup d'autres sujets. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h49, les logements sociaux. Beaucoup de sujets, en fait, sur la table ce matin. Le 49.3 et Sébastien Lecornu. Je vous invite à en parler tout à l'heure avec Jean-François Killy dans La Vérité en face, après 9h. Mais d'un mot, l'attitude et la stratégie de Sébastien Lecornu, Elisabeth Lévy. Non, mais moi, j'y comprends rien, mais ce qui me fait marrer, c'est qu'on dirait... Non, c'est pas que j'y comprends rien. Honnêtement, je trouve ça drôle, c'est qu'on dirait qu'il y avait une sorte de suspense. Va-t-il choisir les ordonnances sur le 49.3 ? Allez donc sur un marché, dans un bistrot, demander aux gens. Bon, Éric Revel ? Non, mais ni le Cornu, ni le Parti Socialiste n'honorent la crédibilité de la parole politique. Je rappelle que le PS et Olivier Faure disaient pas de 49.3, c'est un déni de démocratie parlementaire. Et maintenant, ils optent pour le 49.3. Quant au Premier ministre, il avait dit pas de 49.3. Donc voilà. Maintenant, sur le logement social. Il le fait avec amertume. Je sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300, est-ce qu'il a quand même raison de l'utiliser ou pas? Le logement social à vie. Stop, dit le ministre du Logement. Alors, beaucoup de ministres le disent. Tous les 3 ans, on va revoir les revenus, le comportement, etc. C'est Jean-Pierre qui nous a appelé, qui a réagi en entendant tout à l'heure le ministre. Bonjour Jean-Pierre, de Montesson, région parisienne. Oui. Bonjour. Effectivement, j'ai été élu municipal et ça fait des années, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne sais pas, que l'on pourfend vertueusement ceux qui occupent injustement des logements sociaux alors qu'ils pourraient aller dans le privé. Bon, alors maintenant, si on regarde la réalité, c'est que les bailleurs sociaux ont absolument besoin de locataires qui payent leur loyer. Parce que parmi ceux qui sont dans le logement social, il y en a qui confondent logement social et logement gratuit. On le sait. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ne payent pas leur loyer. Oui. Normalement, c'est vrai. Et c'est là où il faut qu'il y ait des révisions avec les bailleurs. Mais absolument, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire, parce que c'est de la folie douce. On utilise de l'argent public pour loger des gens qui n'en ont pas besoin. Alors ça, c'est la tête contre les murs. C'est vrai. C'est-à-dire que on devrait en avoir besoin à un moment donné dans sa vie pour pouvoir rentrer. Et puis après, si on peut, on change. Elisabeth Lévy et Éric Revel, quel est votre regard sur le logement social? Merci Jean-Pierre de votre réaction. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. 2 choses. La première, c'est que je suis totalement d'accord avec cette proposition, parce que le problème, disent tous les bailleurs aujourd'hui, c'est qu'une fois que vous entrez dans un logement social, vous n'en partez jamais, même si les revenus augmentent, etc. Ce qui fait que vous avez des dizaines de milliers probablement de gens en attente. Mais la deuxième chose, c'est que je pense que tout le système et tout à fait pervers. Les gens ont l'impression que ça ne coûte rien, ils ne savent pas combien ça coûte en réalité, puisque c'est un logement subventionné. Ça a créé évidemment, ça enquiste les gens dans l'assistanat. Donc moi je pense que tout est à revoir, mais je laisse la parole à Éric Revel. D'abord taillons en pièces un peu l'hypocrisie de l'État. Je dis pas du ministre qu'on a entendu tout à l'heure sur Sud Radio, mais de l'État, parce que aider les bailleurs sociaux après leur avoir fait les poches, c'est ce qui s'est passé pendant des années. Par exemple, Action Logement a été ponctionné sur sa trésorerie par l'État parce que l'État a besoin d'argent. Donc après, les bailleurs sociaux, ils ont du mal, si vous voulez, à construire ou à lancer des programmes de logement. Maintenant, l'équation est très simple. Vous avez en ce moment entre 80 et 90 000 logements construits par an sociaux. Il en faudrait, vu la demande qui explose, 2,5 millions de personnes attendent un logement social, vous avez une offre qui devrait être aux alentours plutôt de 130 000. Donc
vous voyez le gap qu'il y a chaque année. Il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres de logements sociaux. Maintenant, l'engorgement, il est dû à une chose. Alors, on écoutait notre auditeur nous expliquer qu'il y a ceux qui ne payent pas leur loyer, très bien. Mais il y a aussi un fait très simple que soulignait Elisabeth, qui est très vrai, qui explique l'engorgement du parc social un peu partout dans le pays. C'est qu'une fois que vous avez un logement social, vous êtes une famille, une fois que vos enfants sont partis, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller louer ailleurs ou d'acheter un appartement. Donc vous restez dans un logement peut-être de 3 pièces, 4 pièces parce que vous aviez 2 enfants et le couple continue à rester. Et donc engorge et enlève la possibilité à un ménage qui aurait des enfants de venir dans un logement social. Vous allez virer les gens, comment vous faites? C'est vrai. C'est un casse-tête construit. Non, mais complètement, quoi. Merci. En tout cas, c'est intéressant ce débat. Si vous voulez continuer de réagir sur le logement social à vie, oui ou non, et qui devrait avoir droit au logement social, vous appelez, vous réagissez 0826 300 300. On va poursuivre la discussion et le débat avec Jean-François Aquili dans La Vérité en face tout à l'heure. Hashtag, on en parle pour terminer aussi avec vous, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et ainsi que vous au 0826 300 300. La violente charge de Rima Hassan contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, ça s'est passé vendredi dernier lors d'un meeting organisé du côté de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, en vue des municipales. Beaucoup de choses à retenir de sa prise de parole, Rima Hassan, qui a notamment qualifié la France d'État raciste. Il faudrait combattre cela en élisant, je cite, celles et ceux qui nous ressemblent. Et puis elle s'en est prise effectivement à Bruno Retailleau. Écoutez. Je sais que Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient menées et fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. À bas Retailleau, bien sûr, bien sûr. Bruno Retailleau qui a répondu dans un tweet à Rima Hassan, je lis son message, Rima Hassan s'adonne à son sport favori, mettre une cible dans le dos de ses adversaires politiques. LFI continue sa dérive anti-républicaine et anti-française. Cet appel à m'abattre, poursuit-il, ne m'intimide pas et je continuerai à m'élever avec force contre le communautarisme, l'islamisme et les agents des puissances étrangères qui s'en prennent à notre pays dans le débat public. Un mot rapidement, une réaction d'un député insoumis à ce message de Bruno Retailleau, puisque ça n'en finit plus. Le député Antoine Léaumont qui rappelle à l'ancien ministre de l'Intérieur qu'il avait déclaré l'an dernier à bas le voile. Antoine Léaumont qui lui demande donc si cet appel à abattre les femmes musulmanes, si c'était un appel, à abattre les femmes musulmanes qui portent le voile à l'époque. Elisabeth Lévy, Éric Revel. Ni la mauvaise foi, ni la haine anti-France, anti-police de Rima Hassan ne m'étonne. Je dois dire que, évidemment, c'est tout à fait choquant, mais il n'y a rien de neuf à mon avis. J'ai été encore plus sidéré par les propos de Mélenchon, expliquant qu'on ne parlait pas assez arabe en France et qu'on n'était pas français. Que français, ça voulait rien dire. Alors il faudra quand même lui rappeler quand il briguera la présidence de la République française. Alors, moi j'opère un tout petit distinguo quand même. C'est que c'est pas abattre. Oui. C'est pas abattre, parce que elle aurait dit abattre Retailleau. Là, ça voulait dire faire un attentat contre lui. Abat, ça veut dire, ça veut dire contre ses idées. C'est comme ça que je le prends. Bon, maintenant, Rima Hassan, elle ne vit que par des outrances politiques. Elle ne vit que par des buzz. Et je vais vous dire, moi j'ai pris une résolution pour cette nouvelle année 2026. J'ai pris une résolution. C'est que j'en ai marre de faire de la pub aux députés LFistes. Donc j'en ai marre de commenter les propos des députés LFistes. Voilà. Donc en faisant votre vie quotidienne, vous ne les commenterez pas. Je ne sais pas évidemment si c'est votre cas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette violente charge quand même de Rima Hassan contre Bruno Retailleau? Bruno Retailleau, vous pouvez appeler 0826 300 300.